le face-à-face. La femme est un islamisme comme les autres. Non, c'est absolument pas un nouveau manifeste féminin. C'est autre chose. C'est une enquête passionnante. C'est une enquête sur ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Est-ce que, en islamisme radical ou en islamisme politique, la femme est-elle aussi, comme disait Aragon, l'avenir de l'homme? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, écoutez ceci. Deux témoignages qui sont collés, deux témoignages sonores. L'un qui date de 2020, c'est un reportage d'une agence AFP dans un camp de Syrie. Et l'autre qui date de 31 mars 2021, toujours dans un camp de Syrie où sont actuellement détenues des femmes qui ont participé à l'aventure de Daesh. Écoutez, d'abord. Excusez-moi, y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. On veut rentrer dans nos pays, on veut rentrer chez nous. Vive la France! Non, mais vous savez qui fait? Elles avaient rejoint les rangs de l'État islamique et sont depuis retenues dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. Plus de 80 femmes françaises et avec elles 200 enfants se retrouvent aujourd'hui prisonnières derrière ces grilles dans des conditions sanitaires jugées déplorables. Ces femmes espèrent retourner chez elles en France où ont déjà été rapatriés 35 enfants, pour la plupart des orphelins. Mais Paris estime que les adultes doivent être jugés sur place, ce que contestent des avocats et universitaires français. Ils viennent de saisir la Cour pénale internationale. Voilà, effectivement, voilà. Vous avez entendu donc ces femmes qui étaient parties pour des raisons diverses et variées, rejoindre soit un mari, soit une personne rencontrée sur Internet. Et on va en parler parce que c'est le sujet du livre de Louise Eliafi, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Louise Eliafi, vous êtes avocate, et vous écrivez, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et vous avez fait une enquête de 2 ans et demi, justement, sur le rôle des femmes dans l'islam politique, dans l'islamisme, dans la radicalisation, dans le terrorisme, dans tout ce qui s'est passé depuis des années, avec Daesh, l'État islamique et autres. Et vous avez retiré quand même un certain nombre d'enseignements, parce qu'on a l'habitude de dire oui, ben les terroristes ce sont les hommes, les massacreurs ce sont les hommes, ceux qui en plus pratiquent l'extrémisme radical ce sont les hommes. Et vous vous dites non, pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Exactement, c'est même une question d'égalité. D'où le choix de ce titre, la femme est un islamiste comme les autres, la femme est un islamiste comme un homme, la femme peut être aussi radicale qu'un homme, au-delà même de la seule question de l'islamisme. En fait, le déclic en France, il se fait en 2016. En 2016, il y a cet événement que par ailleurs pas mal de gens ont oublié finalement, alors même que c'était quelque chose de très emblématique. C'est qu'en 2016, vous avez ce commando féminin, c'est-à-dire qui est constitué de 4 jeunes femmes, qui se connaissaient depuis à peine quelques semaines sur les réseaux sociaux et qui se disent « et si on allait faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame ?» Alors heureusement, elles ne sont pas très bien entraînées. Aux abords de la cathédrale, tout près de la cathédrale. Exactement. Donc, les dégâts allaient être quand même assez énormes, humainement parlant. Heureusement, très mal entraînées, elles confondent essence et diesel. Il y en a un qui brûle plus facilement que l'autre. Heureusement, elles confondent. Le fait est qu'elles se retrouvent devant le juge. Et tout d'un coup, on se dit, mais mince, on a manqué quelque chose. Et en fait, de quoi est-ce qu'on se rend compte? En tout cas, moi, c'est mes conclusions. Ça a été mes conclusions pendant 2 ans et demi. Et aujourd'hui, dans ce livre, c'est que avant 2016, on fait comme si la femme, elle était que femme d'islamiste, sœur d'islamiste, mère d'islamiste, elle n'est jamais islamiste elle-même. Et on découvre en 2016, stupéfiant, incroyable, que la femme est capable d'autonomie dans sa propre radicalisation. Et là, on tombe des nues. Et en fait, avant 2016, si vous voulez, on interpellait ces femmes uniquement dans le but de glaner des renseignements sur les hommes. On les relâchait tout de suite après. En 2016... C'était vraiment l'opinion générale que la femme n'est qu'une espèce d'auxiliaire et qu'elle joue aucun rôle, quoi. C'était en tout cas l'opinion de ceux qui étaient décisionnaires. C'est-à-dire que c'était l'opinion des policiers, c'était l'opinion du judiciaire. Donc à partir du moment où ces gens-là considéraient qu'elles n'étaient pas dangereuses, il ne se passait rien. Donc vous n'aviez aucun dossier
ouvert sur ces femmes au judiciaire. À partir de 2016, vous avez le parquet et l'instruction qui se réunissent et qui disent en fait on ne peut pas continuer. On a manqué 50% du problème, on va toutes les réinterpeller, on va réouvrir les dossiers, on va ouvrir les dossiers et on va en faire quelque chose. Mais encore, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient seulement correctionnalisées. Elles n'étaient pas criminalisées. C'est-à-dire que les hommes, ils allaient encourir la perpétuité devant les assises. Elles, c'était des petits délits mineurs. À un moment, ils se sont dit, OK, on va aller même aux assises pour les femmes. Donc ça s'est un peu égalisé judiciairement parlant. Mais moi, je considère qu'on n'en est pas... Oui, c'est pas encore réglé. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait... Alors, toute votre enquête, d'ailleurs, qui est très intéressante, parce que vous êtes allé sur les réseaux sociaux, vous avez interviewé un certain nombre de gens, enfin, vous avez travaillé là-dessus, et vous dites en fait que... Alors, vous parlez évidemment parce que vous dites, comme vous dites, il faut remonter à l'islam, à l'islamisme, et expliquer tout cela, sinon on comprend absolument pas ce qui se passe. Vous parlez du frérisme, du salafisme, des djihadistes, effectivement, et vous montrez le côté totalitaire, séparatiste des doctrines quand elles se referment sur elles-mêmes, et que tout le reste, c'est koufar, mécréant, etc. Et justement, vous parlez de ce biais cognitif, les femmes sont des victimes, en tout cas, et en toutes circonstances, et vous vous dites non. Comment vous en avez aperçu? C'est en regardant, c'est en lisant, c'est en regardant Internet, c'est en lisant les textes, c'est en rencontrant. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, comprendre, et comment ces femmes, au fond, jouent un rôle aussi important que les hommes, il faut dire, quelque part? Déjà, je pense qu'il y a... Moi, en l'occurrence, alors est-ce que c'est mon éducation, est-ce que c'est mon expérience en tant que femme? Je me suis jamais, à titre personnel, dit qu'une femme était moins capable qu'un homme d'être dangereuse. Statistiquement, effectivement, on pourrait se poser la question. Oui, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Bien sûr. J'ai un chiffre, en l'occurrence, qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pensais pas que c'était à ce point, vous regardez la population carcérale globale, les femmes ne représentent que 3,6%. Donc on pourrait se dire, effectivement, elles sont moins dangereuses. Bien sûr. En l'occurrence, alors, ce chiffre, il devient intéressant en matière de terrorisme djihadiste, puisque les femmes, sur ces infractions-là, elles deviennent 24% des incarcérés. Oui. Ça passe de 3 à 24%. Voilà, exactement. En matière de terrorisme djihadiste. Exactement. Donc il y a quand même un lien avec la radicalité religieuse qui est intéressant vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que vous avez quand même vous avez globalement, statistiquement, moins de femmes qui vont faire des infractions de droit commun, qui vont voler, qui vont violer, qui vont escroquer, etc. Mais en termes de terrorisme djihadiste, elles sont pas majoritaires, mais c'est quand même un quart. Donc effectivement, on peut se poser la question. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait me dire que ces femmes n'étaient pas victimes? En fait, les faits étaient là. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu cette phrase, mais qui est tellement vraie. On avait tout sous les yeux, mais on a décidé de rien voir. Inès Madani, qui a été un peu considérée comme le cerveau de ce commando de 2016, elle-même, et c'est pas la seule, elle arrive devant le juge. Le juge, alors là, elle était en correctionnel, elle n'était pas encore aux assises parce qu'elle a pris 30 ans aux assises. Elle arrive devant le juge correctionnel. La présidente du tribunal lui dit « Je vous condamne à 9 ans d'emprisonnement. J'ai entendu votre parcours, c'est un parcours difficile, mais je suis désolée, vous êtes dangereuse. » Et elle demande à Inès Madani « Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ?» Inès Madani est debout face à elle et sans aucune insolence, mais juste dans un constat, lui répond « vous avez raison, je suis dangereuse. » Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on les fait passer pour des victimes, mais aujourd'hui, toutes les femmes qui ont été rapatriées, il n'y en a pas une qui dit « j'ai été manipulée ». Éventuellement des mineurs, éventuellement des jeunes filles qui sont parties à 15 ans. C'est très intéressant. Vous avez vu celle qui est encore dans les camps en Syrie, qui dit oui, mais il y en a qui sont allés aux Indes dans des ashrams. Elle compare ce qui s'est passé avec l'État islamique qui est là-bas avec une aventure spirituelle bouddhiste dans un ashram de l'Inde. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans leur autoroute ou dans leur sentier. Et alors, comment vous expliquez cela? Déjà, il y a eu une propagande de Daesh qui était quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence de faire croire à ces gens qu'ils allaient effectivement vivre une sorte d'aventure, mais il faut voir les photos qu'ils leur présentaient. C'est-à-dire qu'on leur montrait Palmyre, on leur montrait l'Euphrate, on leur disait « mais vous allez voir, c'est un paradis terrestre, où vous allez enfin ne plus être discriminés en tant que musulmans ». Il y a un truc qui a été très très peu dit et qui est encore trop mal compris, je pense. C'est qu'on est toujours là, oui, pourquoi est-ce qu'ils vont embrasser une idéologie qui les écrase, surtout les femmes? En fait, faut voir aussi quels intérêts ils peuvent trouver dedans, en tout cas les promesses qu'on leur fait. Et il y a un truc qui s'est passé en 2014, qu'on a un peu trop obnubilé aussi selon moi,
Abou Bakr al-Baghdadi, c'est-à-dire ce monsieur qui s'autoproclame calife et qui proclame le califat. Exactement. On est, je crois, fin juin 2014, me semble-t-il, le 29 juin 2014, il proclame le califat. Il a un discours, mais qui aurait dû nous faire réagir presque immédiatement. Il dit que vous soyez arabe ou non arabe, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes musulman, alors vous faites partie de la Oumma. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il y a plein de jeunes, hommes, femmes, filles, garçons, qui se sont dit qu'ils seraient mieux inclus à Daesh, à Raqqa, qu'en France. C'est quand même incroyable. Alors on peut dire que c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais vous imaginez la propagande que ça a été, et il faut se poser la question, je pense, de pourquoi est-ce que ces gens-là se sont dit ouais, je vais être mieux inclus dans un califat. Y compris la question quand même qui est posée, on dit toujours, oui, mais chez les islamistes, regardez comment on traite les femmes, regardez les voiles, etc. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Regardez un peu la burqa, enfin tout ça, ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, enfin les derniers excès. Et en même temps, vous dites... Eh bien, ces femmes-là disent oui, mais là, je vais reconquérir, je vais avoir quand même une gloire beaucoup plus importante que je l'ai là, y compris dans la soumission. C'est ça, c'est ce paradoxe, c'est étonnant. Tout à fait. Mais en fait, moi j'entends souvent, oui, les femmes sont victimes de l'islamisme. C'est vrai, mais pas toujours. C'est-à-dire que vous avez effectivement des femmes qui subissent l'islamisme. Quand il y a un entrisme islamiste, voire jusqu'à un État islamiste, comme c'est le cas en Afghanistan, les femmes sont souvent les premières victimes. Claire. Mais à partir du moment où vous êtes une femme qui embrasse cette idéologie, vous n'en êtes pas du tout forcément victime. Et vous regardez à Raqqa, il y a des femmes qui se sont élevées socialement. Comment ? À Raqqa, en Irak. Attendez, en Syrie, pardon. Oui, à Raqqa, là où il y avait donc ce fameux prétendu califat, vous avez des femmes qui se sont élevées socialement, mais d'une façon incroyable. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui, j'embrasse l'idéologie, j'ai bien montré que je t'ai radicalisée, donc on va me donner un rôle extrêmement important. Vous aviez des femmes qui étaient... par exemple, comme rôle ? Par exemple, vous aviez les recruteuses. Ça, les femmes sont les meilleures recruteuses qui soient, puisqu'on leur fait plus confiance. Elles paraissent plus inoffensives. Donc elles vont très souvent recruter les jeunes et puis les autres femmes aussi. Ça, c'est quelque chose. Et puis à travers cette image de mère. Non, mais tu comprends, moi je suis partie avec mon enfant. T'imagines bien que je mettrais pas en danger mon enfant si c'était si terrible. Bon. Donc ce sont de très bonnes recruteuses. Elles ont été extrêmement violentes physiquement, parce qu'on parlait de violence idéologique, mais elles ont été extrêmement violentes physiquement. Vous avez là, depuis quelques années, des procès qui se tiennent. Le premier va arriver en France, mais vous en avez eu un certain nombre en Allemagne, contre des femmes, des hommes aussi, mais leurs épouses qui ont torturé ou qui ont contribué à torturer ou à ce que soient violés les yézidis. Quelquefois, elles étaient beaucoup plus, vous le racontez, beaucoup plus féroces que les hommes. Vous avez la brigade Al-Khansa. C'était la brigade des mœurs constituée de femmes qui surveillaient les autres femmes à Raqqa, donc pour vérifier si le voile était bien mis, etc. Vous avez des femmes revenantes en France qui ont témoigné du fait que quand elles étaient à Raqqa, elles préféraient même se faire arrêter par des hommes que par des femmes. Tellement elles étaient violentes. Et vous avez quand même Daesh, faut quand même y aller, Daesh qui a dit on arrête cette brigade, c'est trop violent. Vous imaginez si Daesh dit ça, vous imaginez si même Daesh dit oh là là là, c'est trop violent, c'est pas possible. Vous imaginez la violence que ça a été. Donc... Et alors, qu'est-ce qui motive, vous en parlez, mais je voudrais justement vous entendre là-dessus, qu'est-ce qui motive, alors vous remontez effectivement à l'islam, la religion, le rôle qu'a joué effectivement Khadija, la femme du prophète, qu'a joué Aïcha, qu'a joué un certain nombre de femmes. Est-ce que c'est ceci qui fait que celles qui étaient croyantes, qui observent les fondements de la religion, disent mais regardez, ces femmes ont joué un rôle très important, et d'ailleurs vous parlez des revues islamiques comme Dabik et compagnie qui effectivement glorifie. C'est ça, ou c'est se dire, oui, enfin, je joue un rôle, c'est très important, j'ai un rôle, j'existe, comme ça. C'est tout à fait ça, et je pense d'ailleurs que c'est le grand point commun entre les hommes et les femmes. Dans la radicalisation islamiste, dans la radicalisation tout court d'ailleurs, c'est ce côté... En tout cas, c'est ce qui résulte de à peu près tous les témoignages de revenants ou de gens radicalisés qui sont même pas partis d'ailleurs. Il y a ce truc de je me sentais marginalisée. Je me sentais marginalisée pour des raisons différentes. Ici en Europe, en France, ailleurs. Oui, et c'est des raisons qui sont d'ailleurs très souvent sociales. Ça, c'est intéressant. C'est un truc qu'on n'a pas vu, je pense, mais c'est des raisons souvent assez sociales. C'est je me sens marginalisée dans un pays qui est censé être inclusif avec à peu près tout le monde. Que ça corresponde à une réalité ou un simple ressenti. Ces gens-là se sont sentis à un moment marginalisés et ils se sont dit,
c'est marrant, il y a ce discours-là qui me dit tu vas avoir un rôle. Pour les hommes, c'est tu vas être un grand combattant plein de virilité du djihad. Pour la femme, c'est tu vas être une mère, une sœur, et surtout, tu vas engendrer les futurs lionceaux du califat. La femme a un rôle qui n'est pas du tout vu comme un rôle passif. Comme un rôle secondaire. Elle est combattante à sa manière. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'elle combat. Je vais m'exprimer ainsi, mais l'homme combat avec sa Kalachnikov, la femme combat dans le djihad avec son utérus, mais aussi même avec son savoir. Elle est encore bien plus connaisseuse des textes que l'homme. Parce que c'est elle qui est le modèle de vertu et qui transmet aux enfants. Donc ça la rend même encore plus rigoriste, oui. Ouais, et c'est très intéressant parce que effectivement, des gens peuvent se dire, mais oui, c'est bien, ça ressuscite des vertus importantes et donc je vais jouer ce rôle. On va continuer à en parler après cette petite pause parce que c'est vraiment une enquête. Vous avez choisi le fil de la pelote et qui déroule toute la pelote, mais c'est très intéressant, ce rôle des femmes, parce qu'il a été effectivement mis un peu entre parenthèses ou un peu sous le boisseau. André Berkoff reçoit aujourd'hui Louise El Yafi, avocate franco-libanaise et auteure de La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Et si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous racontez comment, je voudrais revenir justement sur les fondamentaux de tout cela. Vous racontez dans votre livre, Louise El Yafi, La femme est un islamisme comme les autres, ce qui se passait, je vais retrouver la page tout de suite, ce qui s'est passé en France. Ici en France, donc parce que les prolégomènes et le début se passent toujours quelque part dans les pays d'origine et tout cas en Europe. Mais je voudrais rappeler ce que vous écrivez le 2 avril 2024, il n'y a pas si longtemps, quelques mois. 2 filles et un garçon âgés de 14 à 15 ans ont roué de coups leur camarade Samara à la sortie de son collège à Montpellier, dans le quartier de la Mosson. Tombée dans le coma, la jeune fille n'en sortira que 2 jours plus tard. Le mobile des agresseurs, ils auraient été furieux de voir une photo postée par la jeune fille la montrant tête nue, pas plus. Les tensions de l'adolescente de l'une de ces agresseuses voilées, elle, durait depuis plusieurs mois. La seconde avait été même exclue à plusieurs reprises de l'établissement pour avoir menacé la première. Avant de changer de version, la mère de Samara a indiqué que sa fille se faisait traiter régulièrement de koufar, mécréante ou de kahba, pute, en raison de ses tenues à l'européenne. Donc, le fondement, c'est quand même ça. C'est ici. C'est la maman et la putain, ou la putain. Exactement. C'est donc quelque chose qui fait que il y a une culture, une civilisation, appelons comme on veut, et vous pensez que c'est tout à fait lié à ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé quelques années avant. Tout est lié, cette culture-là, et les envois en Syrie, et les gens qui ont rejoint, c'est lié? Alors, moi, en l'occurrence, je ne considère pas forcément que c'est un fait culturel, parce que là, en l'occurrence, l'anecdote que vous venez, enfin l'anecdote, l'infraction qui a eu, plus qu'une anecdote, qui a eu lieu en avril dernier, pour moi, c'est un fait assez universel. Je m'explique. On va toujours mettre sur les épaules de la femme un peu la vertu ou la décadence d'une société. C'est-à-dire qu'on surveille un peu toujours le comportement d'une femme, et effectivement, dans l'islamisme, comme ça a été le cas dans pas mal d'autres radicalités, notamment religieuses, il y a cette dichotomie entre, effectivement, la Vierge et la putain. Quand vous avez une femme voilée... Ou la maman et la putain. Ou la maman et la putain, exactement. La maman étant finalement la suite un peu logique, entre guillemets, de la Vierge. Mais on ne peut pas passer par autre chose. Là, en l'occurrence, que vous décrivez... et ce que je décris effectivement dans mon livre, c'est que on a une femme qui, parce qu'elle porte ce voile, considère qu'elle est plus vertueuse, que par conséquent elle a plus de valeur, mais en plus considère qu'elle a le droit de surveiller l'autre femme et de la remettre dans le droit chemin lorsqu'elle quitte ce droit chemin. Et j'ai envie de vous dire qu'on a eu encore une affaire assez similaire. Alors, j'ai pas le détail des faits, mais on a eu une affaire pas très différente il y a à peine une semaine, où cette enseignante a eu l'outrecuidance de vouloir faire respecter, à la fille d'enlever son voile, faire respecter la loi de 2004 qui l'a giflée. Et vous avez énormément de violence intra-féminine. Tu as moins de valeur que moi parce que tu es, entre guillemets, la putain, et que moi, je suis la femme vertueuse. Et il y a vraiment ce côté, notamment dans l'islamisme, où on fait porter sur les épaules de la femme à la fois l'obligation d'être surveillée constamment dans son comportement, à la fois l'obligation d'aller surveiller. Et c'est là qu'on en fait une combattante idéologique.
Et d'ailleurs, à l'école, vous savez, vous avez chaque année des chiffres sur la laïcité au lycée qui sont toujours de plus en plus accablants. Et ben, on s'intéresse toujours à la communauté d'origine des personnes, ce qui n'est pas illégitime hein, comme donnée. On s'intéresse jamais au sexe. Or, si vous regardez les dernières études qui sortent un peu chaque année par l'IFOP, les filles, en termes de chiffres, sont beaucoup plus que les garçons dans la défiance envers la laïcité. J'ai un chiffre à vous donner si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Vous savez, vous avez toujours cette question, est-ce que vous condamnez les auteurs des attentats ? Et ben, là, les derniers chiffres, alors je crois que ça date de 2023, 2022 peut-être, au plus tard. Les garçons sont 7% à ne pas condamner les auteurs des attentats, les filles sont 13% à refuser de le faire. C'est-à-dire qu'on est près du double. Donc parfois... En tout cas, ça pose question. Mais non. Exactement. Alors justement, mais on est tout le temps dans cette culture de ce paradoxe. Alors on dit tout ça, et en même temps, justement, vous parlez, par exemple, de ces femmes, on sait qu'il y a la polygamie, que voilà, ils peuvent avoir plusieurs femmes, etc. Et il y en a effectivement en culture occidentale, disons ancienne culture occidentale, qui s'insurge, mais beaucoup disent oui, mais c'est absolument normal, etc. Et surtout, alors vous le dites, quand on est veuve de djihadistes, quand on est veuve de quelqu'un qui a combattu justement et qui est mort, voilà, pour la cause, eh bien, et son statut social et autres devient beaucoup plus fort. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez des exemples très français, parce que vous prenez Souad Merah, dont on a très peu parlé, mais qui est la grande sœur de Mohamed Merah, qui a beaucoup contribué avec la mère de Mohamed Merah à ce que Mohamed Merah se radicalise. Souad Merah était considéré, c'est pas moi qui le dis, c'est les autorités. Elle était un peu sa maîtresse à penser, je dirais. Avec le grand frère et la mère. C'est-à-dire que c'était un peu le trio, mais notamment, c'était vraiment la sœur apparemment qui était le pilier radicalisant de la famille Merah. Souad Merah, en tant que sœur, alors déjà, anecdote, mais Souad Merah va voir le corps de son frère, après qu'il se soit fait tuer. Oui. Elle va voir le corps de son frère et elle dit « Mon petit Mohamed, je suis fière de ce que tu as fait. » Et la mère de Mohamed Merah, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait dit elle-même « Je suis fière de ce que mon fils a fait, il a mis la France à genoux. » Il a combattu, oui. Exactement. Souad Merah, alors elle n'est pas veuve, elle est sœur d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que bien sûr, encore à l'époque, on laisse filer les femmes où elles veulent. Elle part en Syrie. Arrivée en Syrie... Elle est, mais enfin, c'est un modèle. Comme une héroïne. Mais oui, c'est ça, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'elle a acquis un statut social de fille de martyr, et en plus de martyr qui a mis la France à genoux. Un autre exemple, c'est Ayed Boumedienne. Ayed Boumedienne, c'est la veuve, là, pour le coup, d'Amédi Koulibaly. Exactement, qui pareil... Il faut rappeler qu'Amédi Koulibaly, c'était l'hypercachère. L'hypercachère, exactement. C'est ça, après, et si on avait un petit peu plus fouillé, parce qu'Amédi Koulibaly, il était déjà allé en prison quelques années, il s'était fait interpeller plein de fois avec sa femme, donc Ayed Boumedienne à côté. Elle n'a jamais eu aucun souci. Elle a contribué à organiser l'hypercachère pendant des mois. Personne n'a rien vu. Amédi Koulibaly fait ce qu'il fait. Le lendemain, elle prend un avion pour la Syrie. Pareil, elle est... vous parliez de la revue d'Abik tout à l'heure. Oui. Ayed Boumedienne... Revue islamiste, enfin revue de l'État islamique. Revue de l'organisation État islamique. Absolument. Qu'est-ce qu'elle fait à Ayed Boumedienne ? On lui fait écrire dedans. Donc ça devient une influenceuse. Écoutez ce qu'a à dire la veuve du martyr qui a mis, là en l'occurrence, l'hypercachère à genoux. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, alors, revenons à, justement, vous en parlez aussi, au voile. Au fond, est-ce que le voile, parce que là, c'est la grande discussion. Les gens disent, après tout, écoutez, si une femme a envie de porter le voile, je ne parle pas de la burqa, je ne parle pas du hijab, après tout, c'est son droit, si elle respecte, enfin, en tout cas, ses convictions ou sa croyance. Et puis vous vous dites, le voile, c'est quand même, vous, et vous n'êtes pas la seule, c'est un passage à autre chose. Est-ce que vous considérez le voile comme un passage vraiment à autre chose ? Alors ça ne l'est pas systématiquement, mais c'est ça c'est là où réside toute la complexité et la nuance à rappeler dans le voile, c'est que, moi je l'écris comme ça, c'est pas une posture, c'est la réalité du terrain. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais le fait est que toutes les femmes radicalisées sont passées par le voilement. Vous n'avez pas de femmes radicalisées qui se soient pas voilées à un moment, ça n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas accuser toute femme qui décide de porter le voile d'être une dangereuse extrémiste. Bien sûr. Et en même temps, on ne peut pas non plus sous-estimer le fait que le voile est l'instrument ultime de l'entrisme islamiste. C'est-à-dire que, comme toute idéologie totalitaire, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, l'islamisme est une idéologie totalitaire, entre guillemets, comme les autres, et donc ils vont se servir d'un vêtement, là en l'occurrence le voile, pour
en faire un curseur du succès ou non de leur mouvement. C'est-à-dire que regardez, pour creuser dans les interstices du exactement, système. Exactement. Et il y a un autre objectif aussi de la part des islamistes qu'il faut bien préciser, je crois, c'est que l'objectif, et ça se voit beaucoup dans des associations, de prétendue lutte contre les discriminations, on essaye de faire de la femme musulmane et de la femme voilée une seule et unique personne. Ça n'est pas forcément synonyme. Toute musulmane doit être voilée. Exactement, et toute voilée est une victime, etc. C'est ça. Et vous avez des associations qui prétendument luttent contre les discriminations à l'encontre des femmes musulmanes, qui en fait ne font que la promotion du voile. Donc voilà. Et ça, c'est l'objectif de tout confondre, effectivement. Ça, évidemment, c'est ça. Et puis l'inversion accusatoire qui peut fonctionner comme exactement, il faut. C'est ça. Mais justement, Louise Lafissiot, si on va plus loin, vous avez encore une fois fait un parcours, effectivement, une enquête, encore une fois, 2 ans et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, vu les revers de Daesh d'un côté, mais en même temps la montée des affrontements de l'autre, est-ce qu'aujourd'hui on est en pleine, au fond, je dirais non pas décomposition, mais on est en plein clivage d'une société qui est de plus en plus effectivement séparée entre les gens qui disent, et on a vu, vous savez, les gens qui mettent, et je voudrais vous parler de ça, est-ce que les femmes sont aussi importantes que les hommes à dire que la charia, par exemple, doit passer avant la République, que les lois islamiques doivent passer avant les lois à la République? Est-ce que les femmes sont l'équivalent des hommes à penser ça, ou plus ou moins? Moi, les chiffres que je présente dans mon livre, c'est des chiffres de l'IFOP, disent qu'elles sont plus nombreuses que les garçons. C'était les fameux rapports IFOP qui ont eu lieu dans des lycées. Dans les lycées français, statistiquement, les derniers chiffres disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dire que les garçons, à dire que les lois de la charia doivent passer avant. Encore une fois, parce que la femme est considérée comme la gardienne du dogme. Et surtout à l'école où le voile, comme tout signe ostensible religieux, est interdit, en fait, c'est sur elle que repose un peu cette obligation de dire non, moi je respecte les dogmes, vos lois de la République, votre loi de 2004, je m'en fiche. Moi, en tout cas, je crois que ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a ces chiffres-là, il y a ce que j'ai vu, ce que j'ai observé pendant 2 ans et demi sur les réseaux sociaux. Vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Ouais. J'ai encore toutes mes notifications de groupes, groupes radicalisés. Oui, vous avez observé, oui. Ah bah oui, c'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, enfin je rigole un peu jaune, parce que moi j'ai vu en 2 ans et demi que ça ne faisait qu'empirer. C'est-à-dire que... beaucoup plus violent, beaucoup plus radicalisé, non? C'est pas forcément que c'est beaucoup plus violent ou radicalisé, c'est que déjà, moi en 2 ans et demi, je commence à écrire mon livre il y a à peu près 2 ans et demi. Ouais. Je fais la toute dernière relecture il y a à peu près 3-4 mois, on va dire 3 mois, au milieu de l'été, et je veux actualiser mes chiffres. C'est-à-dire que je vais reprendre les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram auxquels j'étais, donc sous pseudo, et je vois que le nombre d'adhérents entre le début de mon enquête et là, il a explosé. C'est-à-dire que parfois il a doublé. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que non seulement le nombre d'adhérents a augmenté, mais il y a des contenus qui, a priori, il y a une loi en France qui dit qu'ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression... Haineux, non mais j'ai vu des justifications du viol conjugal, des trucs antisémites, bien sûr, qui ont explosé après le 7 octobre, des trucs effectivement très haineux, très séparatistes. On a une loi qui s'appelait au départ séparatisme, qui est censée avoir été votée. Moi, en 2 ans, en principe, en 2 ans et demi, il y a peut-être une lutte contre l'islamisme en France, je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire que moi, en à peine 5 minutes, parce que bien sûr l'algorithme fait son travail sur Facebook, sur Instagram, etc., vous tapez 2-3 notions islamiques, même pas islamistes, vous tapez entre guillemets femmes musulmanes pour accéder à des groupes de femmes musulmanes, en réalité vous tombez dessus, c'est du contenu complètement salafisé, frériste, voire djihadiste. Je ne comprends pas où est cette surveillance. Alors peut-être qu'il y a de la surveillance aussi, je ne comprends pas où sont les actions. Et ça a explosé en nombre et en intensité? Pour moi, surtout en nombre. Pour moi, surtout en nombre. Ouais. Alors, l'intensité, peut-être aussi, je ne peux pas l'affirmer. L'intensité, peut-être aussi, sachant que, se sachant surveiller, ils vont aussi de plus en plus, notamment les djihadistes qui vraiment sont sur la promotion d'attentats, ils sont aussi sur des groupes de plus en plus confidentiels. Alors, Louise Eliafi, vous parlez, oui? Alors, il y a un auditeur qui attend. Je me permets de vous couper. Et donc, c'est Claude de Perpignan qui voulait poser une question. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Oui, bonjour, André Berkoff, et surtout bonjour à votre invité que je découvre parce que je ne
l'avais jamais entendu. Bon, moi, la question, je voudrais surtout dire qu'au départ de cette séquence d'André Berkoff, vous avez parlé du retour de certaines femmes françaises qui sont encore détenues là-bas. Je voudrais d'abord dire que moi, ce que j'exprime, c'est qu'il faut surtout pas les faire revenir, et peu importe par rapport à notre droit de l'homisme à nous, le traitement qu'elles subiront là-bas quand elles seront jugées. Je veux dire qu'elles sont parties là-bas et elles doivent assumer ce qu'elles ont fait. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est moi à Perpignan, en 4 ans, puisque je suis à Perpignan depuis 4 ans, le nombre de jeunes femmes et de jeunes filles voilées augmente à une vitesse grand V. Je trouve que ça correspond bien à ce que à la fois Florence Bergeau-Blaquer et puis hier Monsieur Vermeuren a écrit dans le Figaro. Là, ça correspond bien. Les femmes ne sont pas des victimes, elles sont des instruments des frères musulmans. Elles sont des instruments du frérisme, des instruments de la conquête de l'Occident par l'islam. Et donc il faudrait surtout dire à toutes ces femmes et ces filles qui se voilent aujourd'hui que derrière le voile, ça veut dire qu'elles acceptent la charia. Et si elles acceptent la charia, c'est la polygamie, c'est la réalisation, etc. Quoi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, je suis comme votre invité. Moi non plus, je vois pas beaucoup la lutte contre l'islamisme en France aujourd'hui. Alors, est-ce que la femme est un instrument, ou les femmes, ou des femmes, ou certaines femmes, pas généraliser toujours, est un instrument aujourd'hui de l'islamisme? Non, mais je pense qu'elles sont plus qu'un instrument. Je pense qu'elles sont des actrices à part entière comme les hommes, voire même parfois encore plus des actrices. Je pense que le fait de dire instrument, ce serait même sous-estimé. Oui, des actrices volontaires qui amènent leur talent, exactement, leur talent pluriel à ça. Comme les hommes. Exactement comme les hommes. Non, ce ne sont pas seulement des instruments. C'est un choix volontaire de leur part. Alors, je voulais, non mais c'est intéressant de le préciser, je voulais revenir à ça. On a parlé des réseaux sociaux, de votre voyage à l'intérieur des réseaux sociaux. Mais justement, vous expliquez aussi dans votre livre, et je voudrais qu'on s'apesantisse là-dessus, c'est intéressant la maîtrise technologique et technique des fréristes ou des salafistes sur les réseaux sociaux. Et vous dites à quel point c'est devenu une arme, alors là, un instrument en tout cas, de capillarité, de répandre l'extension du champ des connaissances et de l'argumentation et de la mobilisation. C'est d'autant plus une arme parce que le monsieur qui parlait juste avant citait Pierre Vermeuren dans le Figaro, me semble-t-il, hier. Oui. Alors j'aime beaucoup Pierre Vermeuren. Néanmoins, il dit c'est l'islamisme qui nivelle par le bas l'éducation nationale. Moi, j'aurais tendance à dire que l'islamisme ne fait que s'introduire dans une brèche qu'on a un peu nous-mêmes créée. C'est-à-dire que quand on est aussi faible nous-mêmes, il y a un moment, oui, vous avez n'importe quelle idéologie, que ce soit l'islamisme ou une autre, qui vient s'engouffrer là-dedans. La nature ayant horreur du exactement. Vide. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On fait que dire, oui, l'algorithme, et puis l'islamisme. Alors l'islamisme, bien sûr, mais l'algorithme, c'est une machine. L'algorithme ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Donc il y a un moment, il faut peut-être aussi que nous-mêmes, on se dit de grande démocratie et en lutte contre l'islamisme, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Tout à fait, je crois qu'il faut en parler et justement l'extraordinaire efficacité, parce qu'on voit juste un moment avant de prendre une pause et de continuer, on a vu quand même les images très fortes, la manière de faire. Il y a quand même un fort talent, il faut le reconnaître, dans la technologie, dans la manière de présenter là. C'est une arme formidable de propagande, comme d'ailleurs pour eux, comme pour tout le monde. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a en plus cette façon d'utiliser les réseaux sociaux pour banaliser et, je dirais, glamouriser, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas du tout banal ou glamour. C'est-à-dire qu'on va, notamment chez les femmes, vous avez un esthétisme très léché, le voile devient quelque chose de très esthétique, la polygamie peut devenir quelque chose de particulièrement romantique. C'est-à-dire que vous faites vraiment... les réseaux sociaux, on le montre comme ça. Vous avez des vidéos qui sont... vous avez des vidéos, alors j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en parle pas dans mon livre, ça me déçoit un peu. Vous avez maintenant ce qu'on appelle des cérémonies de voilement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes filles qui se filment face caméra ou avec des copines ou que sais-je, et qui disent « Ah, c'est le grand jour, je deviens musulmane ». Il n'y a rien dans le Coran qui vous dit que le voilement fait qu'on devient musulmane. C'est juste la shahada, c'est la profession de foi, et là on est musulman. Mais le voilement, pas du tout. Mais on vous esthétise quelque chose qui n'est pas du tout esthétique au départ, en utilisant tous les codes numériques
auxquels on a accès aujourd'hui, surtout quand vous êtes face à des jeunes qui sont hyper connectés, qui connaissent par cœur ces trucs-là. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux ont leur responsabilité là-dedans. Je pense que ceux qui font les réseaux sociaux ont aussi des choses à faire. Et puis, ne pas oublier que si nous avons laissé faire, ce n'est pas par hasard, et c'est une sacrée responsabilité, celle de ceux qui ont laissé faire, effectivement. On se retrouve après une toute petite pause avec Louise Eliafi. Et après cette pause, on retrouvera aussi Thomas qui nous appelle de Paris. Et si vous voulez aussi poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours, effectivement, et plus jamais, avec Louise Eliafi pour ce livre, encore une fois que je recommande vraiment, La femme est un islamisme comme les autres. Et nous avons, je crois, Marie, un auditeur. Oui, nous avons Thomas qui nous appelle de Paris. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour André, bonjour à votre invité qui est ma consoeur depuis désormais quelques mois. Je vais tenter d'être bref parce que je sais que vous avez du monde. J'ai une remarque et une question. Ma remarque, c'est pour vous, monsieur Berkov. Je suis né dans les années 90. On avait totalement perdu l'habitude de lire avec les téléphones, etc. Et sachez que moi, comme beaucoup d'autres, comme des milliers de personnes, vous nous avez redonné l'envie de lire. Et c'est que du bonheur, donc merci beaucoup. Merci. Ensuite, ma question d'ordre juridique. On ne parle jamais des systèmes juridiques qui sont applicables dans les pays arabo-musulmans, d'où provient l'immigration. Et en fait, pour moi, je posais une question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Quid du droit des successions dans ces pays? Est-ce qu'il est vrai ou non que les femmes sont vraiment désavantagées par rapport aux hommes? Donc voilà, on entend toutes choses, on dit qu'elles sont bannies de l'héritage ou non. Et donc je voulais savoir quel était l'état réel sur ça. Et le cas échéant, il y a une totale incompatibilité avec nos systèmes juridiques et avec l'égalité homme-femme qui est recherchée par les combats féministes depuis des dizaines d'années. Bonne question d'avocat à une avocate. Alors, consoeur. Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le droit de tous les pays musulmans, mais je peux vous dire que moi, je suis soumise à un autre droit en tant que franco-libanaise. Je suis soumise au droit français, mais aussi au droit libanais. Et je peux vous dire que dans le droit libanais, quand vous êtes une femme musulmane, alors il y a plusieurs communautés différentes avec... On a 36 000 communautés différentes avec des systèmes juridiques à chaque fois différents dont je ne connais pas tout le détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de succession, vous êtes désavantagés. Et d'ailleurs, vous êtes désavantagés en tant que femme. Sachant que, pour rappel, on parlait tout à l'heure de la loi dite séparatisme, anti-séparatisme qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y a un principe dans cette loi, alors qui est un peu critiquable, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui vient justement proposer à ce que la France vienne combler les successions dont seraient privées d'autres femmes qui viendraient d'autres pays, notamment avec une double nationalité comme moi. Je trouve ça je trouve ça très bien intentionné, mais je trouve ça un peu critiquable parce que je ne suis pas sûre, par exemple dans mon cas, que ce soit à l'argent public des Français de venir combler le manque libanais. Non, mais pour revenir au droit de succession, je sais qu'il n'y a pas tous les pays musulmans n'ont pas le même. Mais est-ce que, par exemple, est-il vrai, beaucoup de gens disent qu'en héritage, la femme retient à la moitié de l'héritage de l'homme? Oh, elle n'a pas le droit à la moitié. Pardon. J'avais compris à la moitié de l'héritage. Elle a le droit au quart, c'est ça. Elle a le droit au quart, oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a déjà cette espèce de séparation. Tout à fait. Alors, discrimination. Je précise parce que l'islam ayant une historicité très très peu fiable, personne aujourd'hui, même l'islamologue le plus aguerri, aura bien du mal à vous dire ce que Mahomet a dit à un instant T. Donc il y a 36 000 interprétations différentes, mais effectivement, vous regardez le droit des pays musulmans, globalement, ils s'accordent sur le fait qu'en termes d'héritage, la femme est désavantagée par rapport à l'homme. Tout à fait. Et donc c'est très intéressant, en fait, et c'est vraiment, non pas le non-dit, mais le fil rouge de votre livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'un côté ce paradoxe cliché, mais qui n'est pas seulement cliché, qui est une réalité entre la discrimination femmes-hommes dans un certain nombre de pays, de civilisation, de culture, etc. Et d'un autre côté, cette glorification incroyable, formidable, en tout cas très intéressante, quel que soit ce qu'on peut penser, des femmes dans le combat. Et c'est vraiment un paradoxe étonnant, et d'ailleurs un paradoxe très explosif, si je peux me permettre. Ça a l'air d'être un paradoxe, mais en fait, pour beaucoup de ces gens, l'objectif n'est pas l'égalité. C'est un truc qu'on n'entend pas seulement chez les islamistes, c'est ce qu'on appelle la complémentarité des sexes. Alors, c'est cocasse parce qu'à la fin, c'est toujours plutôt un sexe qui complète l'autre que l'autre, mais que l'inverse. Mais on est dans ce côté, en réalité, qui n'est pas tellement une question de soumission, qui va être plutôt non, chacun son rôle. Et à égalité, on contribue
à l'idéologie. C'est-à-dire qu'on y Chacun contribue. dans son rôle, Exactement, chacun dans son c'est domaine. Ça, exactement, c'est ça. Et il y a quelque chose de très pratique là-dedans, hein, parce que ça, pour le coup, il faut le prendre en compte. C'est que dans cet abandon à Dieu, entre guillemets, il y a quelque chose de très pratique qui fait que, notamment des jeunes gens qui sont un peu en crise existentielle, ça leur permet de pas trop réfléchir. C'est en fait, j'ai des règles toutes écrites, clé en main dans un bouquin. Et en fait, j'ai juste à suivre ce qu'on me dit. C'est la clé idéale de toutes les idéologies, ça. C'est ça. Ce sont les béquilles, j'ai des problèmes dans la vie, je ne sais pas où aller, dans quelle étagère, mais au moins j'ai mes repères. Exactement. Et on me les donne en kit. C'est magnifique. C'est exactement ça. Et ça, les garçons, les filles, c'est pareil. Voilà. Et voilà pourquoi la femme est un islamisme comme les autres. À lire vraiment le bouquin de Louise El Yafi aux éditions du Cerf. André Berkoff recevait aujourd'hui Louise El Yafi, avocate franco-libanaise et auteure de La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Si vous voulez retrouver en replay l'émission, vous pouvez aller sur notre site internet sudradio.fr ou sur notre chaîne YouTube. Berkoff dans tous ses états revient demain.